Tout mon travail apparaît à travers un pseudonyme, Georgette Power, et je pense qu'on peut entendre à travers l'usage de ce nom que ce qui m'intéresse, ce sont des questions de l'ordre de l'écriture, de la narration, de la fiction. Je construis des récits qui prennent différentes formes, de la vidéo, du son, du texte, parfois des objets, et finalement, on peut dire que mes récits se livrent entre ces différentes formes. D'ailleurs, j'aime bien l'idée de fragments narratifs plus que de récits. Il y a quelques thématiques qui sont récurrentes chez moi, qui me préoccupent constamment, à commencer par la langue étrangère, la langue inconnue, inventée, et aussi par ricochet la voix. Je travaille avec des voix de synthèse et aussi des voix naturelles, et j'aime bien jouer entre les deux. Et cette thématique du naturel, du qu'est-ce que c'est qu'on nomme nature, est également très questionnée dans mes œuvres. Je suis arrivé sur la commune de Parampure en avril 2023. J'ai été très rapidement interpellé par un espace qui se situe un petit peu en marge, près des berges de la Garonne, le marais d'Olive. Ce marais, il fait partie d'une vaste étendue de zones humides sur plusieurs communes, à peu près 6000 hectares qui sont regroupés dans ce qu'on nomme le parc des Jalles. Et lui, il a la particularité d'être sanctuarisé à travers un processus de renaturation. Ce processus de renaturation a été mis en place autour de 2016. Il s'agit en gros de créer les conditions favorables à un retour des espèces à leur bien-être. Cette zone, elle avait été détériorée, très détériorée même, et particulièrement au cours du XXe siècle avec la culture du maïs, qui est très gourmande en eau, qui est venue transformer toutes les qualités du lieu, la sécher, et surtout prendre beaucoup de place. Ce terme de renaturation m'a de suite étonné, je le trouve un peu moche. On entend à travers lui en creux celui de dénaturation. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à l'équipe municipale dès mon arrivée. Qu'est-ce que c'est la renaturation ? Je me suis rendu compte que cette question était loin d'être tranchée. Et ça, cette absence de réponse précise a déclenché en moi une série de questions nouvelles. J'ai voulu comprendre l'histoire du lieu, de cette parcelle, et en faisant d'abord une sorte d'inventaire des espèces présentes sur place. C'est en partant de ces interrogations autour des équilibres et déséquilibres que je me suis demandé à partir de quand avait-on commencé à transformer le lieu. Et je me suis intéressé au passé de cette parcelle et essayé de remonter avant l'implantation du maïs. La question de l'eau a été super centrale. Et quand j'ai commencé ma résidence, mon regard s'est vite aiguisé sur ce qui formait même mon propre environnement quotidien jusque-là. Parce que j'habite à Bordeaux et c'est une ville qui est construite sur des marais, sur des terres marécageuses. Et tout mon itinéraire pour venir jusqu'à la résidence du quartier du Grand Parc à Bordeaux où je vis, jusqu'à Parampure, m'a semblé... ça m'a sauté aux yeux, disons que cette dimension aquatique était très présente et que la problématique de la gestion des eaux ponctuait tout mon territoire quotidien. Assèchement, drainage, création de bassins de rétention des eaux de pluie, comme celui de Bordeaux-Lac dans les années 60, tout ça, ça m'a fait comprendre que cette zone géographique a une histoire intimement liée à l'eau et que nous, qui aimons bien vivre au sec, avons souvent envisagé l'eau comme étant un problème vis-à-vis duquel mettre en place des solutions. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser dans les archives. À partir du XVIIe, des Hollandais, alors déjà reconnus pour leur génie hydraulique, ont été missionnés dans le sud du Médoc et un peu partout en France, et ici à Parampure, afin de transformer les terres marécageuses en zones agricoles exploitables. Mais pendant le chantier, une révolte a eu lieu, parce que les populations locales, qui étaient donc employées, se sont demandé ce qu'allaient devenir ces terres une fois asséchées et ont commencé à se dire qu'elles allaient bientôt être privées de cet espace qui était pour elles un moyen de subsistance. Alors tout ça, ça aboutit à une nuit tragique, en septembre 1603, qu'on appelle aujourd'hui la nuit des Hollandais. Alors malgré ce drame, le chantier ira jusqu'à son terme, et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'au milieu du 19e, on voit apparaître le long des berges une espèce étrange. Des sortes de grenouilles de taille humaine, très peureuses, qui se cachent entre les joncs et qui se laissent apercevoir que furtivement. C'est une époque où la théorie de l'évolution des espèces de Darwin et Lamarck est encore en train de se forger, et on voit apparaître des contre-théories, des pistes alternatives. Et cette créature locale, qui est nommée grenome, de grenouille et homme, sera le point de départ de l'une de ces contre-théories de biologie.
Les grenums étant apparus en quelques décennies dans l'estuaire, ils seraient la preuve qu'une adaptation est aussi possible en très peu de temps. Ces grenums seraient les descendants des Hollandais ayant survécu. Très vite, j'ai eu l'intuition que la figure de la grenouille, elle avait quelque chose à me raconter ici, avant même de découvrir cette histoire. Et dès le début de ma résidence, j'ai beaucoup regardé d'images d'amphibiens, alors plutôt dans les estampes japonaises, pas tout à fait locales, et j'avais envie de proposer une forme de récit entre la terre et l'eau. Il y a aussi le livre des insectes d'Utamaro qui m'a beaucoup accompagné, j'ai pas arrêté de le feuilleter, et c'est à partir de lui que j'ai construit mon travail audiovisuel. Ce sont des sortes de haïkus vidéo qui accordent une grande place aux insectes, mais aussi aux amphibiens. Dans les formes que j'ai construites pour répondre à cette commande publique éphémère, j'ai eu la volonté de donner à éprouver une sorte de seuil de passage, pas seulement entre la Terre et l'eau, mais aussi entre notre échelle, notre taille humaine, et une échelle bien plus petite, donner la sensation qu'on bascule dans une dimension presque microscopique. Dans ce but, j'ai souhaité réaliser des pensées, des fleurs de pensée de grande taille, qui évoquent l'univers de Lewis Carroll et que, comme Alice, on a l'impression d'avoir croqué le champignon et de rétrécir et de rentrer dans un espace de narration. Les différents supports de mon récit, les grandes fleurs, la vidéo, ont vocation à être installés au Bodar Budo. C'est un espace que j'ai choisi non seulement parce qu'il est plus central, il est au cœur de la commune, mais aussi par souci de cohérence. Je trouvais ça bizarre de présenter un travail qui interroge la renaturation, donc en allant dans l'espace qui m'avait beaucoup inspiré, qui est un espace préservé. C'était un peu, j'avais cette image en tête, ça aurait été un peu comme organiser une rave party dans une réserve naturelle. Là, dans le Bodar Budo, il y a quelque chose de plus dompté. La partie boisée, elle est très entretenue, elle est à proximité d'un lac artificiel, et ça aussi, ça m'intéresse bien, ce lien entre nature et production artificielle. Tout au long de l'année, j'ai été accompagné par Marion Lay, qui est chargée de la médiation du projet, et on a pu rencontrer différentes personnes, notamment les compagnons et compagnonnes d'Emmaüs. Et on a travaillé avec elles autour de l'imaginaire lié à l'eau, et on a profité de leurs diverses origines géographiques pour collecter les différents récits locaux, chercher de quelle manière on évoque l'eau chez elles. Cette résidence, elle m'a permis d'explorer des pratiques que je ne connaissais pas, comme la sculpture et la céramique. Et d'ailleurs, lors des ateliers avec Emmaüs, on a réalisé des récipients en argile. C'était hyper important pour moi de partager ces expérimentations en cours avec des gens. Avec ce groupe d'Emmaüs, on a fini par une visite du Marais qui est à l'opposé de leur lieu de vie sur la commune. Et d'ailleurs, ces personnes ne le connaissaient pas. Donc c'était une belle rencontre. Et puis, il y a aussi eu toute une série d'ateliers avec une classe du collège de Parempuire autour de la pratique de la gravure, de la linogravure. Et pour faire ça, on est parti des estampes japonaises qui m'ont accompagné tout au long de ma résidence.